Wilfrid est un artiste qui remplit les salles. Les gens qui assistent à son spectacle ressortent avec des larmes plein les yeux. Les occasions de rire sont si rares. Wilfrid est heureux, car il met de l'argent de côté pour offrir à sa femme et à son fils une belle maison dans un jardin plein de fleurs. Mais, pour l'instant, ils vivent dans un appartement et Lawrence, le petit garçon de Wilfrid, est en train de jouer dans la ruelle. « Maman, je peux aller jouer ?» Renate regarde par la fenêtre, le ciel est menaçant, mais pour l'instant il ne pleut pas. Lawrence insiste. « Maman, je peux aller dans la rue? Il y a Carly, Beppy, qui ont apporté leur nouvelle voiture à pédales. » Bon, d'accord, mais fais bien attention, hein, je te surveille par la fenêtre. Et vous ne sortez pas de l'impasse. Tu m'as compris? Tu es un grand garçon à présent, tu as 5 ans. Lawrence est déjà dans l'escalier en train de galoper. Sacré petit bonhomme plein de vie. Et déjà une forte personnalité. Il va être pilote automobile. Renate regarde sa montre. « Et tu remontes vers 5 heures pour goûter, hein? Tu peux dire à Carly et Beppy de venir avec toi. Je vais faire de l'orangeade, des crêpes. » Lawrence, en bas des marches, lance un « youpi » plein d'énergie. Wilfrid entre alors dans la pièce en s'étirant. « Oui, Lawrence, dans l'impasse. Il joue avec Carly et Beppy. Je lui ai dit de ne pas aller dans la rue et de rentrer pour le goûter. Tu as la forme, hein? Oui, en ce moment, j'ai la pêche. Ce soir, je vais essayer de nouveaux textes. J'espère que ça va marcher. Tu me donnes un échantillon? » Wilfrid ouvre une grande valise posée dans un coin et il en extrait une poupée qui ressemble à un clown, avec une veste multicolore, un visage recouvert d'un maquillage blanc, vert et rouge, des sourcils dessinés en forme de Z, de grosses lèvres bleues, la mâchoire inférieure est mobile. Wilfrid enfile sa main droite dans le corps de la marionnette et aussitôt les lèvres bleues se mettent à remuer. Les gros yeux ronds roulent d'un air effaré et les sourcils en forme de Z montent et descendent. « Bonjour Doumi, comment ça va aujourd'hui ?» Wilfrid se penche vers le bonhomme de bois qui a l'air de hausser les épaules. Et d'une voix nasale, Doumi répond d'un air blasé. « Ah, encore, ah là là! C'est vraiment la barbe de vivre avec un mec qui tous les soirs commence en vous posant la même question. Comment ça va aujourd'hui? Si vous étiez à ma place, vous auriez des envies de meurtre !» Les grosses lèvres bleues remuent d'une manière parfaitement synchrone avec la voix grinçante que lui prête Wilfrid. La présence de Doumi est extraordinaire, son agressivité aussi d'ailleurs, un vrai monstre, sans pitié. Il ne laisse rien passer quand ce pauvre Wilfrid, son maître, se laisse surprendre en flagrant délit de naïveté. On plaindrait Wilfrid si on ne savait pas que c'est lui qui anime Doumi. Renate est fière du petit personnage, car c'est elle qui a créé le costume et mis au point le maquillage clownesque de la poupée articulée. Parfois, elle suggère à Wilfrid des thèmes de sketch, des répliques qu'elle entend dans la rue. Renate rit à présent des dernières facéties de ce diable de bonhomme en carton. « Il faut que tu essaies ça sur Lawrence et les 2 autres gamins. Tu sais qu'ils sont bons juges, hein? Je suis certaine qu'ils vont adorer. » Soudain, un bruit de frein retentit au dehors, comme un cri suivi d'un bruit de choc. Renate s'est levée d'un bond. Wilfrid a laissé tomber Doumi. « Lawrence !» Ils ont crié tous les 2 en même temps. En même temps, ils se précipitent vers la fenêtre qui ouvre dans le toit mansardé. Ils se penchent au dehors jusqu'à mi-corps. « Lawrence! Lawrence !» Mais dans l'impasse, pas un signe de vie. Ils regardent à gauche, vers l'endroit où l'on aperçoit la circulation dans la rue. Là-bas, 2 petites silhouettes immobiles. « Lawrence! Lawrence !» Les 2 petites silhouettes se retournent lentement. Les lampadaires viennent de s'allumer. Dans la lumière blafarde, Renate et Wilfrid reconnaissent Carly et Beppy, transformés en statues de glace. Wilfrid et Renate arrivent au bout de l'impasse comme dans un cauchemar. Dans la rue, plusieurs personnes sont déjà agglutinées autour d'un camion dont l'avant est écrasé sur le mur de la maison qui fait l'angle. Renate voit ce qu'elle ne devrait pas voir. Elle glisse lentement à terre et s'évanouit. Wilfrid, lui, il voit aussi l'innommable. Il se précipite en hurlant une fois de plus « Lawrence! Lawrence !» Mais on l'empêche d'approcher. On l'empêche de saisir le petit corps désarticulé et sanglant qui est là, écrasé entre le pare-choc et le mur de pierre. Il n'y a plus rien à faire, mon pauvre monsieur. C'est votre petit garçon. Un homme entre 2 âges, l'air hagard, descend de la cabine du camion. Une femme lui casse son parapluie sur la tête. « Assassin! On va vous faire payer! Et en plus, vous avez brûlé le feu rouge !» Déjà, la sirène de la police retentit et la voiture blanche et verte s'arrête en faisant crisser ses pneus le long du trottoir.
Wilfrid contemple ce qui reste de Lorenz, son adorable petit garçon. Renate est réanimée par des commerçants du voisinage. Les policiers posent des questions d'usage. À quoi bon toutes ces questions? Est-ce qu'ils vont lui rendre son Lorenz? Dans un coin, Carly, Bepi, pleure doucement. Dans les jours qui suivent, Wilfrid et Renate remplissent des papiers, apprennent les détails du drame. Le chauffeur du camion avait 2,6 g d'alcool dans le sang, le feu rouge grillé. Et le chauffeur, qui perd le contrôle, qui monte sur le trottoir où Lorenz, Carly, Bepi s'amusent sagement avec la nouvelle voiture électrique de ses deux copains de l'impasse. C'était le tour de Lorenz d'essayer la petite Mercedes, toute semblable à la vraie. Renate, la tête prise dans des compresses glacées, est au téléphone. À l'autre bout du fil, sa mère, qui habite à 1000 kilomètres de là, essaie de la calmer. Renate n'a même plus la force de répondre. Wilfrid monte dans son atelier et s'enferme à double tour. Quand il ressort 2 heures plus tard, Renate est occupée à préparer le repas du soir, car après tout, il faut bien vivre. Malgré son désarroi, elle remarque un changement presque physique dans la physionomie de son mari. « Tu es tout pâle. Tu veux boire quelque chose ?»« Non, merci, je pense à Lorenz. Il est là, tout près. Je sens sa présence. » Renate abandonne ses casseroles et vient se réfugier dans les bras de Wilfrid. « Oui, chérie, je sais, il est là. Il sera toujours là. La mort est un commencement. Nous continuerons à lui parler. Et si nous savons écouter, il nous répondra, j'en suis certaine. » Le reste se perd dans les sanglots qu'elle ne peut réprimer. Wilfrid, lui, reste avec le regard fixé dans le vide. Demain, je mettrai toutes les affaires de Lorenz dans des cartons et... Non, Wilfrid, non, pas encore. Ne les jette pas. Laisse-moi encore du temps pour m'habituer. Je n'aurai pas le courage de voir disparaître ses jouets, ses vêtements, ses livres. 2 jours plus tard, Renate et Wilfrid, entourés de tous ceux qui les aiment, se retrouvent dans le petit cimetière d'Offenbourg, devant une tombe toute fraîche. Les bouquets et les couronnes, blancs pour la plupart, sont déjà déposés auprès de la fosse béante. Le petit cercueil peint en blanc attend que le pasteur ait prononcé les paroles de consolation qui ne consolent jamais personne. Des visages graves, des femmes qui se tamponnent le nez, Renate et Wilfrid ont l'air d'être ailleurs. Le soir même, au théâtre municipal, une foule se presse dans le hall d'entrée tout illuminé. Au-dessus de la verrière, une enseigne au néon annonce « Grand gala de bienfaisance au bénéfice de Médecins sans frontières ». Dans l'entrée, sur le tapis rouge, 2 panneaux expliquent que ce gala est organisé par le Lions Club d'Offenbourg. C'est une soirée élégante, et les robes longues, les habits, les nœuds papillons de soie brillent sous les lustres. Les spectateurs tuent le temps en bavardant avec entrain. Le programme est varié, bien construit. Ah, moi, je me réjouis de voir Wilfrid Schmerking, le ventriloque. Vous avez déjà vu son numéro? La sonnette qui annonce le début du spectacle grésille. La foule gagne les fauteuils de velours bleu nuit. Les lumières baissent dans la salle. Le régisseur s'inquiète dans la loge du ventriloque. « Ça va, monsieur Schmerking? Besoin de rien ?»« Non, non, merci, ça va. » En le voyant dans son smoking impeccable, on ne soupçonnerait pas le drame qui le détruit. Quand Wilfrid Schmerking entre en scène ce soir-là, les applaudissements crépitent et les premières facéties de Doumi, bien rodées, font hurler de rire aussi bien ceux qui les connaissent que ceux qui les découvrent. Sacré Doumi. Il a vraiment réponse à tout. Et puis une manière de voir l'actualité qui décape. Tout le monde politique et artistique en prend pour son grade. Et il est aussi complètement obsédé sexuel. Avec la tête qu'il a, tout devient hilarant. Wilfrid entame un nouveau sketch. « Alors, Doumi, qu'est-ce que tu vas faire cet été ?» Doumi roule des yeux effarés. « Je suis pas Doumi. Je déteste qu'on m'appelle comme ça. » Les rires fusent. On attend la suite avec délectation. « Ah bon, tu n'es pas Doumi? C'est nouveau. Tu es qui alors ?» La voix de la marionnette change soudain. Elle perd son côté grinçant et devient tout à fait enfantine. « Je suis Lorenz. Je suis le petit Lorenz. Et je suis mort. » Le public murmure légèrement. Wilfrid enchaîne. « Mais non,
Tu n'es pas mon petit Lorenz, tu es Doumi, le drôle de petit monstre qui m'en fait voir de toutes les couleurs. Si je suis Lorenz. Et si je suis mort, c'est la faute de mon papa, Wilfried Schmerking. C'est lui qui m'a laissé jouer dans la rue. Et c'est pour ça que je suis mort. Je déteste Wilfried. Devant la salle médusée, Doumi se met à frapper Wilfried avec sa grosse main de carton. Wilfried met sa main devant les grosses lèvres en bois de la marionnette qui s'agite convulsivement. « Mais tais-toi, tu n'es pas Lorenz !» L'effet est hallucinant. On a vraiment l'impression que Doumi est animé d'une vie propre et qu'il est très en colère contre Wilfried le ventriloque. Doumi se met à mordre le bras de Wilfried. La salle pousse un cri d'horreur. Pourtant, tout le monde sait que c'est le propre bras droit de Wilfried qui manipule Doumi. La lutte continue impressionnante de réalisme. Doumi crie comme un enfant de 5 ans en colère. Wilfried se débat, lui répond, il a le front en sueur. La bave lui coule au coin des lèvres. Le dialogue continue. Wilfried, l'air perdu, se défend, argumente. « Mais non, Doumi, tu n'es pas Lorenz. Lorenz était mon petit garçon. Il avait 5 ans, il n'est plus là. Mais oui, c'est moi. Je ne veux plus vivre avec toi. C'est à cause de toi que je suis mort. Je vais aller vivre avec Olympio. » Les spectateurs sont perplexes. Olympio est un autre ventriloque, le concurrent le plus direct de Wilfried, dans un style tout à fait différent d'ailleurs, magique, poétique. Soudain, Wilfried a un geste convulsif. Il jette Doumi sur le sol. Mais il continue le dialogue dément avec la voix de Lorenz. « Je déteste mon papa. C'est à cause de lui que je suis mort. » Dans les coulisses, le personnel ne comprend pas quel est ce nouveau gag. Faut-il intervenir, baisser le rideau ? Renaté, qui était dans la salle, supplie le régisseur. « Mais baissez le rideau, baissez-le. Vous voyez bien qu'il devient fou. Vous ne pouvez pas le laisser se détruire comme ça. » Mais non, ce qui se passe sur la scène fascine tout le monde. À présent, Wilfried piétine Doumi, les mâchoires de carton sautent, les yeux de verre sont pulvérisés. De la tête en carton-pâte, des ressorts s'échappent. En s'échappant, ils font remuer la pitoyable carcasse de Doumi, qui a l'air d'être secouée par les sursauts d'une agonie horrible. Et Wilfried continue à piétiner, à dialoguer, à baver. « Lorenz, mon petit, pardonne-moi. T'es un monstre, je te déteste. Il n'y a plus de marionnettes, plus de partenaires. » Mais Wilfried enchaîne, alternant les phrases dites normalement et celles qui sortent de son diaphragme sans que ses lèvres bougent. Il est à genoux, en larmes, il bafouille. On dirait qu'il pleure sur le cadavre de Doumi. Cela devient insupportable. Jusqu'à ce qu'il s'écroule d'un bloc sur les restes de la marionnette, comme dans un final superbement dramatique. On baisse le rideau, mais la salle médusée reste silencieuse. Quand il s'approche de Wilfried, le médecin de service constate qu'il est mort. Mort d'une crise cardiaque.